Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, Gilles et Émeric, de m'avoir invité. Je suis vraiment très honorée d'être ici. D'abord, évidemment, parce que j'aime beaucoup Jacques Henriot. J'ai beaucoup travaillé avec ses écrits. Non seulement la lecture est agréable, mais en plus, il est très inspirant. Et c'est quelques inspirations que je voudrais vous présenter aujourd'hui et vous soumettre en tant qu'hypothèse. Je passe dans le dernier bloc. J'ai donc le défi non seulement de vous tenir réveillés en cette fin de journée, mais aussi de ne pas trop répéter. Alors, j'ai déjà rayé certains passages de ma présentation, mais bon, il va peut-être avoir quelques petites redites là, pour la cohérence du texte. Alors, ben, d'abord, un peu de répétition par rapport aux trois niveaux d'analyse. Alors, évidemment, Jacques Henriot présente trois niveaux d'analyse pour étudier le jeu. Ce à quoi joue celui qui joue, c'est-à-dire la structure régulée du jeu. Ce que fait celui qui joue, l'acte de jouer, et ce qui fait que le joueur joue, ce pourquoi le jeu est rendu possible et réel grâce au joueur. Henriot, de ces questions, tire des questions à partir du jeu, du jouet et du jouant. Et ces questions se formulent ainsi. Pourquoi dans tout jeu il y a jeu? Quels sont les critères objectifs du jouet pris comme forme de conduite? Et à quelles conditions cet être peut en venir à jouer? Et bien, vous l'aurez deviné, mon hypothèse, ça serait la réponse à toutes ces questions se trouverait dans le concept de distance. Alors, on va partir sur le concept de distance. En effet, l'essence du jeu se comprend entre la structure, on l'a présenté comme game, et l'entreprise abstraite qui donne vie au jeu, le play, en tant qu'attitude. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré le caractère diachronique irréversible, l'orientation du jeu, s'immisce de la contingence et des points d'indétermination au carrefour du jeu. Tout jeu comprend une marge d'incertitude et d'indétermination, voilà. Non pas nécessairement au niveau de l'objet jeu, mais pour le sujet joueur qui ignore l'ensemble des causes. En effet, Henriot nous dit, cette marge, en théorie du moins, peut toujours être calculée comme l'effet mesurable d'un ensemble de causes. L'indétermination n'est pas le résultat d'une contingence réelle au niveau de l'objet, mais seulement la conséquence d'un état d'ignorance dans lequel se trouve le sujet à l'égard de l'objet. Et en fait, cette façon de concevoir, par exemple, la contingence, fait écho avec les écrits de Spinoza. Et donc, Spinoza nous disait, mais une chose est dite contingente que par rapport à un manque de connaissances. Et si je ramène Spinoza, si vous allez voir à la fin, je vais me servir de Spinoza pour faire une lecture là, du concept de distance. Cette contingence n'est pas inscrite dans le jeu, mais dans l'interprétation du jeu, dans l'essence produite pour et par le joueur. Même si l'on pouvait supposer que tout est déterminé d'avance, et là, ici, je ne vais pas faire une discussion sur le déterminisme, ce n'est pas le lieu, mais le joueur ne peut pas connaître l'entièreté des causes. Henriot nous dit « L'incertitude provient de la limitation nécessaire de l'intelligence humaine ». Il rajoute « Le hasard n'est que l'effet de l'ignorance ». Et là, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de tic-tac-toe, donc j'ai appris aujourd'hui que vous appelez le morpion. Je vais l'appeler tic-tac-toe pour ne pas me tromper. Donc, dans le tic-tac-toe, pour ceux qui n'ont jamais joué, ils peuvent jouer au tic-tac-toe, mais pour ceux qui ont joué quelques fois, on comprend rapidement les probabilités et rapidement, pour les joueurs qui s'y connaissent en tic-tac-toe, il n'y a plus de contingence. Pour les enfants, ils peuvent continuer à jouer. Donc, la contingence, en ce sens-là, n'est pas dans la structure du jeu, dans les règles, si on veut, dépendamment de la définition qu'on donne au terme de règles, mais plutôt dans l'absence de connaissance de la part du joueur. L'incertitude est donc dans l'état du joueur lui-même, est plus dans l'état du joueur lui-même que dans l'ensemble des règles du jeu. Alors que l'on s'efforce habituellement de réduire au maximum l'imprévisibilité de la vie, le jeu en fait son moteur. Henriot nous dit « Jouer, c'est ne pas savoir où l'on va, même si l'on a soigneusement préparé son itinéraire et calculé ses effets. C'est par le risque que le joueur sait ce dont il est capable et qu'il y a jeu. Il n'existe qu'à partir du moment où un joueur s'aventure dans l'imprévisible et y risque quelque chose, nous dit Henriot. Cependant, ces possibilités de faire tel ou tel choix sont en nombre limité, surtout dans les jeux très codifiés où il y a des choix définis, comme dans les jeux dits du ludus, pour reprendre les catégories de Kaiwa. Le joueur ne peut y improviser que de manière réduite, alors que les jeux moins codifiés, plus proches de la pédia, lui laissent une plus grande marge de manœuvre et des choix moins déterminés.
Oh, pardon. Or, ces choix sont... Pardon. J'ai oublié de vous copier une citation, je vais vous la lire. Alors, si à chaque instant, chaque joueur avait le droit de faire n'importe quoi, le jeu perdrait sa consistance. Ces balises ne sont pas le jeu. Et Henriot nous dit, le jeu se joue du non-jeu, c'est en cela qu'il est jeu. Jouer est une opération dialectique qui met à distance le joueur par rapport au non-jeu. La forme du jeu est cette distance, cet intervalle symbolique qui permet au jeu d'exister pour un joueur. Le jouet... Je suis vraiment désolée, j'ai manqué deux citations. Le jouet, dans son essence, c'est-à-dire selon l'idée que l'on s'en fait, tient à la marge de jeu, à la distance qui se crée et se maintient entre le joueur et son jeu, entre ce qu'il est et ce qu'il fait, entre le sujet et le verbe de l'énonciation « je joue ». Cette distance intérieure qui est mise en place par le joueur est ce qui différencie ce que le joueur fait par jeu ou non. Henriot nous dit « Seule la distance établie par le joueur entre ce qu'il fait et le fait de le faire par jeu, ce survol et ce contrôle de soi, permet de caractériser de manière strictement subjective la conduite que l'on qualifie de ludique. On se rend alors compte que le sens importe plus que la structure, puisque ultimement, le sens engendre la structure. » Ça, on le dit, on le répétait à plusieurs reprises ce matin et cet après-midi. Le jeu ne prend le sens de jeu que si quelqu'un se définit comme joueur éventuel. Le jeu tient d'abord au jeu qu'il y a entre le joueur et son jeu, nous dit Henriot. Le sens du jeu est produit par celui qui joue, grâce à son attitude ludique, mais ce sens est rendu possible par la distance du joueur face à son jeu, face à son intention. Et donc, Henriot nous dit qu'il s'agisse de jeu ou de jouet, ces réalités n'ont de sens et de fonction que parce qu'elles sont l'objet d'un jouet, d'un play, qui tient lui-même au jeu que le joueur, par son attitude, introduit et maintient entre son jeu et lui. Le jeu est à la fois conduite objectivement observable, c'est-à-dire l'ensemble de ses actes, et intention subjective de donner tel sens à une conduite. Alors ici, c'est beaucoup d'éléments qui ont déjà été dits ce matin, mais je dois faire le préambule là, pour que vous compreniez le reste de la démonstration. Le phénomène, Henriot nous dit, le phénomène jeu appartient à l'ordre du signifiant. Ce qu'il y a de jeu dans un acte ludique relève uniquement du sens. Il a sens de jeu. À cela se ramène le fait qu'il soit jeu. On peut faire quelque chose sans jouer, on peut faire la même chose par jeu. La différence tient seulement au sens que l'on donne à son acte. Donc, le concept de distance chez Henriot est posé à travers le concept de conscience. On va voir comment il articule les deux. Pour Henriot, le jeu est acte d'imagination de la part de l'interprète qui devient joueur. Le joueur s'imagine qu'il joue en tant qu'idée, et Henriot nous dit « le jeu, c'est de l'imaginaire en acte ». Henriot croit que la conscience du joueur dans l'exercice du jeu discriminerait ce qui est du jeu de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, un jeu dont on n'est pas conscient n'est pas un jeu, nous dit-il très clairement. Il faut une prise de conscience que ceci est un jeu pour qu'il y ait jeu, mais en même temps, dès que l'on prend conscience que ceci est un jeu, il n'y a plus de jeu. En étant conscient du jeu, l'illusion est détruite et le jeu par le fait même. Henriot nous dit « Nul ne jouerait bien sûr s'il ne savait qu'il joue. Pourtant, il paraît psychologiquement impossible de jouer et de penser qu'on joue, de jouer et de dire qu'on joue, nous dit-il. » Henriot pose alors l'hypothèse que cette dialectique est peut-être l'essence du jeu. Il nous dit « Si matériel et structure, c'est-à-dire la chose avec laquelle on joue et la chose à quoi l'on joue, ne prennent signification et valeur ludique qu'à partir du moment où quelqu'un décide d'y jouer ou de s'en servir pour jouer, il en résulte, semble-t-il, que la seule chose qui soit à définir quand on parle de jeu est la forme de pensée, l'attitude mentale, la conscience singulière de celui qui découvre dans ce matériel et dans cette structure des occasions et des moyens d'y jouer. La distance du jeu permettant la contingence est celle aussi du joueur lui-même par rapport à ce qu'il fait. Tout se passe comme s'il se dédoublait, nous dit Henriot, se voyant en train de faire ce qu'il fait, avec l'assurance qu'il s'agit que d'un jeu. C'est une distanciation doublée d'une déréalisation.
Le joueur qui sait qu'il joue perd le contact avec le réel. Il y a illusion du jeu, soit une entrée dans le jeu. Malgré qu'il concède une réalité au jeu dans la conscience du joueur et la matérialité de l'action, Henriot parle du jeu comme le « on dirait », le « supposons », consciemment posé par le joueur. Le joueur doit être conscient de jouer et renouveler à chaque instant sa décision de jouer pour qu'il y ait jeu. Et Henriot nous dit « jouer, c'est savoir qu'on joue ». On a vu la citation déjà. La conscience de jouer, le passage dans ce que le joueur est conscient de faire par jeu, dans ce que l'auteur appelle le surréalisme. Henriot croit qu'il n'existe pas de jeu dont nous ne soyons pas conscients et qu'il y a toujours intention subjective de jouer. Ici, on voit qu'Henriot va utiliser le concept de conscience pour définir le concept de distance. Et en fait, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'essayer de comprendre le concept de distance sans passer par le concept de conscience. Non pas que ça serait une erreur en soi, mais en fait, parce que je fais l'aveu d'une incompréhension du concept de conscience. C'est-à-dire qu'à force de réfléchir à ce qu'est la conscience, on dirait que plus je réfléchis, moins je comprends. Et j'avais comme pas de prise sur le concept, et finalement, ça me fuyait entre les doigts. Et je me suis dit, je vais essayer de prendre un autre chemin pour essayer de comprendre la distance chez Henriot, qui ne fasse pas référence à la conscience, à ce concept qui est pour moi fuyant. Peut-être pour d'autres, il est beaucoup plus clair. Là, on pourra en discuter, ça me fera plaisir de mieux comprendre. Et là, il faut juste que je regarde parce que j'ai vraiment un problème avec mon PowerPoint. C'est juste qu'il y a une des citations qui n'était pas à la bonne place. Je suis désolée. OK. Donc, je ne crois pas qu'il soit essentiel de marquer l'unicité du sujet dans un être autoréflexif pour parler du jeu, même s'il est question du jeu de l'être en devenir. Preuve en effet qu'Henriot lui-même affirme qu'il y a du jeu dans un engrenage ou un mécanisme. Alors là, on va commencer à parler du jeu en tant que d'un point de vue mécanique du terme. Il insiste même pour dire que c'est le sens premier du concept. Que l'individu interprète son action comme du jeu ou non, la fonction de jeu permet à l'interprète de définir le sens et de faire émerger de nouveaux sens au jeu. Ainsi compris, celui qui est un sportif professionnel, par exemple, ne joue pas au sens de la notion de jeu, mais il y a quand même du jeu mécanique dans son interprétation des règles du jeu, dans sa manière de développer un style, dans les stratégies et tactiques utilisées, etc. Au contraire de ce que dit Henriot, jouer, c'est plus que savoir que l'on joue. Il peut y avoir du jeu sans que le joueur pose le cadre interprétatif « ceci est du jeu ». Si tout n'est pas du jeu, il peut y avoir une part de jeu dans toute activité, même si elles ne prennent pas le sens relatif et culturel du jeu. Et là, je dois vous présenter un tableau, brièvement, bien sûr, où j'ai essayé de comprendre le concept de jeu. Et en fait, j'ai distingué la notion de jeu de la fonction de jeu. Et là, quand je dis fonction de jeu, ce n'est pas la fonction du jeu comme si c'était une fonction sociale ou à quoi il sert. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens d'un processus fonctionnel, dans la définition fonctionnelle du jeu. Donc, c'est comme ça qu'est entendu la fonction de jeu. Donc, fonction de jeu, c'est vraiment l'ensemble des conditions de possibilité. Il faut le comprendre comme ça à partir de maintenant, dans ma démonstration. Alors que la notion de jeu, c'est un objet abstrait de connaissance. Donc, du côté de la notion, on est plus du côté du sens produit, donc plus d'un résultat, alors que dans la fonction de jeu, on est plus dans un processus, c'est producteur de sens, c'est ce qui rend possible le sens, donc les conditions de possibilité du jeu comme tel. Donc, la notion de jeu, évidemment, est définie culturellement, définie spatio-temporellement. Ce pourquoi Huizinga, Kaiwa, Yule vont définir le jeu par une liste de critères, ceci est le jeu, ceci, ceci, ceci. Alors que, et là, évidemment, c'est pris dans un contexte, alors que de l'autre côté, la fonction de jeu, qui est l'ensemble des conditions de possibilité, elle est universelle et intemporelle. Ce sont ces conditions-là qui permettent le jeu. Donc, du côté de la notion de jeu, on parle d'un cadre interprétatif d'une expérience, c'est le jeu tel qu'on le définit, peu importe le point de vue qu'on adopte, alors que du côté de la fonction de jeu, c'est ce qui permet le mouvement et l'indétermination. On a vu qu'il faut qu'il y ait de la contingence nécessairement dans un jeu, sinon il n'y a pas de jeu. Bien, cette contingence-là permet l'indétermination du système, de l'ensemble des conditions de possibilité. C'est le jeu du jeu, c'est le jeu
dans un engrenage, dans un mécanisme qui fait que l'engrenage peut fonctionner. Donc, dans la notion de jeu, on voit que ça prend un sens qui est particulier, alors que dans la fonction de jeu, ça s'inscrit dans un processus dit appropriatif, comme on va le voir. Donc, en fait, avec son concept de distance, Henriot définit deux choses à la fois, la notion et la fonction de jeu. Lorsqu'il définit le jeu à partir de la conscience du joueur, il définit la notion de jeu et elle est alors relative à un contexte, évidemment le contexte du joueur. Or, lorsqu'il définit le jeu sur le plan mécanique, il définit alors la fonction de jeu, l'unité de sens, le dénominateur commun, ce noyau sémantique dont il parle, est la fonction de jeu singulière et universelle. Si le jeu n'est pas partout le même, Henriot affirme que les chercheurs emploient quand même toujours le même mot et font référence à une seule et même idée. Il croit à une idée du jeu qui, et là je le cite, dépasse les limites du relativisme historique et sociologique. Il croit aussi à une sorte de signification transcendante prise dans son contexte. Ce jeu n'est pas dans le premier degré de l'acte, mais qui est bien souvent différent, mais dans une signification seconde, une unité de sens, évidemment arrangée du côté des universaux. Cette idée universelle du jeu, que je crois être la fonction de jeu, est représentée dans le mouvement des choses, les engrenages, les portes, le bateau qui joue sur son ancre. Et donc, pour Henriot, le mouvement des choses est une image que l'humain utilise pour comprendre son propre jeu. Mais je crois que ce mouvement des choses et entre les choses réfère à la fonction de jeu, c'est-à-dire que ce mouvement est une des conditions de possibilité du jeu. Le jeu mécanique n'est pas qu'une métaphore, ou même n'est pas une métaphore, il est ce par quoi tout jeu est rendu possible. Et d'ailleurs, Gadamer nous dit « Distinguer dans le domaine du jeu l'emploi propre de l'emploi métaphorique n'a finalement plus de sens ». Il s'agira maintenant de définir ce jeu mécanique, ou plutôt cette distance de Henriot, qui est une des conditions de possibilité de l'activité ludique. Et là, je dois faire une autre parenthèse parce que, en fait, l'hypothèse que je voudrais vous soumettre, c'est que, au lieu de définir la distance par rapport au concept de conscience, j'aimerais le définir à partir du concept de virtuel. Et donc là, il faut bien comprendre le sens que je donne au terme de virtuel. Ça fait plusieurs années que j'en parle et je sais que Vincent avait vu il y a quelques années une présentation où je définissais le terme. Donc, je vais le faire très, très brièvement pour que vous compreniez le sens que je lui donne. Mais c'est surtout pas une traduction de numérique et surtout pas une mauvaise traduction de virtual en anglais. Donc, le sens de virtuel avec lequel je travaille, c'est vraiment le sens étymologique et philosophique du terme. Donc, d'un point de vue étymologique, la définition qui est donnée, c'est qui n'est qu'en puissance, qui a en soi toutes les conditions essentielles à sa réalisation. Donc, si on regarde le premier segment de la définition, qui n'est qu'en puissance, et là, c'est ça, j'ai une de mes diapos qui n'était pas bien placée. Donc, qui n'est qu'en puissance. Donc, voilà, ici, on est du côté de ce qui n'a pas lieu. Donc, ce qui n'a pas lieu, ce qui est en puissance, le virtuel, qui est indéfini et infini, et en même temps, les possibles, qui, eux, sont définis et limités. Et là, ici, c'est un schéma qui est inspiré, pour ceux qui connaissent le schéma, vous avez reconnu le schéma de Deleuze, mais qui est un peu adapté aussi. Hein. Je ne vais pas trahir son idée, mais je dois dire mes sources, et c'est Deleuze et beaucoup Granger aussi, avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, à partir du moment où ce qui n'a pas lieu, donc le virtuel et les possibles, sont exprimés, bien, on arrive du côté de ce qui a lieu, donc dans l'actuel, dans l'acte du corps et de l'esprit, et dans le réel, de la forme, de la matière et de l'idée. Et donc là, la seconde partie de la définition, qui a en soi toutes les conditions essentielles à sa réalisation, ce que ça veut dire que les effets de la structure du virtuel sont présents dans le réel. Et même que Deleuze nous dit, en fait, le virtuel fait partie du réel. Il plonge dedans, je ne me souviens plus exactement la citation, mais c'est une belle citation, pour dire que la structure elle-même du virtuel fait partie du réel. Ce que ça veut dire concrètement, c'est, lui, il va nous donner l'exemple de la chenille qui est virtuellement présente dans la larve. Et par la suite, Lévy va nous donner l'exemple de l'arbre qui est virtuellement présent dans la graine. Et pour que vous compreniez bien, c'est quand on prend une graine, mais il y a l'arbre qui est virtuellement présent
dans la graine, il y a la structure d'un arbre. Ce n'est pas une structure d'autre chose, c'est la structure d'un arbre. Par contre, on ne sait pas la forme effective de l'arbre. Donc, on ne sait pas comment il va s'actualiser, on ne sait pas quelle forme il va prendre dans l'acte, mais cette graine-là, par sa structure, elle fait partie du réel et donc a des effets dans le réel par la structure virtuelle de l'arbre. Donc, il faut, à partir de maintenant, comprendre le reste de la démonstration avec cette définition-là du virtuel, qui est vraiment quelque chose en puissance, mais qui a quand même des effets dans le réel par la structure qui est virtuellement présente. Et donc, c'est ça, vous avez compris aussi qu'à partir de maintenant, je vais essayer de définir la distance à partir du concept de virtuel. Donc, Henriot affirme que le jeu est l'exercice du possible. J'ajoute que le jeu est exercice du possible et du virtuel. Le jeu n'est pas seulement ce qui est défini, mais surtout ce qui est indéfini avant même l'expérience ludique. Dans tout jeu existe une part virtuelle qui ajoute à l'incertitude produite par la structure du jeu. Aucun jeu n'est entièrement défini, sinon il n'y a plus de jeu, comme on l'a vu avec Tic-Tac-Toe. Donc, le joueur peut s'approprier cette part virtuelle et créer des sens infinis et nouveaux. Cette part indéterminée et illimitée du jeu est, selon moi, la distance définie par Henriot. Comme pour les possibles du jeu, la part de virtuel est faite d'incertitude. Or, cette incertitude est dans le sens à donner aux actions et aux réponses produites par le jeu, au contraire de l'incertitude des possibles, qui est une incertitude des choix et des résultats. On comprend que dans l'ordre des possibles, on est vraiment... les possibles sont définis, sont définis à l'avance, prédéterminés. Et donc, on y va avec un arbre, supposons, de probabilité. Et là, c'est plus une incertitude dans les choix et les résultats, les choix du joueur et les résultats de la structure du jeu, par exemple. Alors que dans le virtuel, c'est plutôt une incertitude dans le sens à donner aux actions, la manière dont on va s'approprier le jeu et aux réponses qu'il va y avoir, mais toujours de l'ordre du sens, le sens qui va être donné, parce qu'il peut y avoir, par exemple, détournement du sens par les joueurs qui vont s'approprier un jeu. Donc, comme pour les possibles... Si l'incertitude des possibles est encadrée, l'incertitude de la part virtuelle est faite d'une ouverture vers l'infini par la création de nouveaux sens, de nouvelles manières de faire, de nouvelles stratégies, de nouveaux coups, etc. Tout jeu présente à la fois l'incertitude des possibles et l'incertitude de la part virtuelle que le joueur peut s'approprier. Plus l'incertitude de la part virtuelle est grande, plus l'espace d'appropriation en puissance est large. J'ai beaucoup travaillé le concept d'espace d'appropriation. Malheureusement, je ne peux pas développer là-dessus, mais encore une fois, si ça vous intéresse, on pourra en discuter éventuellement. En fait, pour qu'une structure jeu soit jouée, elle doit nécessairement laisser un espace d'appropriation aux joueurs, aussi restreint soit-il. S'il n'y a pas d'espace d'appropriation, il n'y a plus de jeu, comme dans l'exemple du tic-tac-toe. Le joueur ne joue pas qu'avec des possibles, mais avec ce flottement de sens des différentes variables de l'ensemble du jeu. Sinon, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Le sens du jeu n'est pas préalablement donné aux joueurs, mais créé par celui qui s'approprie le jeu. Il y a une création par la mise en forme de l'actualisation de la part virtuelle dans des occurrences qui n'étaient pas préalablement connues de la part du joueur. Minimalement, l'ordre des occurrences n'était pas connu. Parce qu'on pourrait dire, bon, mais dans les échecs, il n'y a pas de part virtuelle. Non, parce que minimalement, on ne connaissait pas l'ordre des coups qui vont être joués. Donc, du côté du possible, il y a une ignorance de cet ordre-là, mais on va voir aussi que du point de vue du virtuel aussi, le joueur peut s'approprier d'autres éléments qui entourent le jeu. Cette création permise grâce à l'actualisation de la part virtuelle donne un sens nouveau par rapport à ce qui était délimité par les possibles. Henriot nous dit « Arrive toujours un instant où le calcul cède le pas à l'improvisation, où la réflexion sage et méthodique fait place à l'aléa iacta est. » Il y a à la fois improvisation du sens à donner aux signes et improvisation des moyens. Dans les jeux codifiés, la marge laissée à l'improvisation, c'est-à-dire au virtuel, est moins grande que dans les jeux peu codifiés, où l'improvisation, la création, devient le moteur principal du jeu. Néanmoins, dans tous les types de jeux, existe une certaine incertitude liée au virtuel de la structure. À partir de la somme des connaissances cachées, comme on le disait au départ, le joueur se ménage un espace d'appropriation pour donner le sens unique de son expérience ludique. On ne fait jamais deux fois la même expérience d'un jeu à partir du moment où on ne joue plus, comme dans l'exemple de Tic-Tac-Toe.
Dans un jeu de cartes tel que le poker, et on va en parler tantôt avec Émeric, où à partir de calculs mathématiques, par exemple l'arborescence, on peut théoriquement calculer toutes les probabilités. Le joueur s'approprie, par exemple, les indices du destin qu'il imagine. S'il met la petite patte de lapin ou s'il a frotté la table 3 fois, il va avoir plus de chances. Donc, tous des éléments là, qui vont aller autour du jeu, comme je vous disais. Il peut aussi interpréter, s'approprier les signes chez les autres joueurs qu'il va imaginer. Il va développer lui-même des tactiques pour donner des faux signes aux autres joueurs, etc. Aucun jeu n'est entièrement prédéfini. Un certain nombre de possibles peuvent être définis, mais une part virtuelle n'est pas définissable avant qu'il y ait eu actualisation, et ce, toujours du point de vue du joueur. Cette part est plus ou moins grande selon la manière de jouer du joueur, davantage pédia ou ludus. Le virtuel est le point de fuite que le joueur peut tracer à travers les règles du jeu pour produire un sens nouveau et ne pas se limiter à une répétition des possibles, et pour éviter l'ennui dont on parlait précédemment. Ainsi, le virtuel est toujours en excès par rapport au possible, car il ajoute une nouvelle occurrence à ce qui était possible. L'actualisation de la part virtuelle augmente l'éventail des possibles en venant ajouter un nouveau possible jusqu'à présent inconnu. Cette plus-value est illimitée puisqu'on ne saurait la restreindre sans en faire des possibles. À partir du moment où on définit le virtuel, on en fait nécessairement du possible. Le virtuel est toujours au singulier, on ne peut pas le définir comme tel, c'est le virtuel, alors que le possible, moi je le mets au pluriel parce que ce sont les possibles qui, eux, sont définis et limités. Bon, par définition, elle ne peut pas être énumérée, ni décrite ou imaginée. Si elle le pouvait, elle s'incorporait déjà au possible. Le virtuel du jeu est la part indéfinissable que le joueur peut s'approprier en tant que pédia. Ainsi, l'invention de la liberté dont parle Duflo, et si je parle de Duflo parce que je pense qu'il a été très influencé par Henriot, n'est pas seulement l'invention d'une liberté de choix parmi des possibles, mais aussi l'invention d'une liberté interprétative de la part virtuelle. Le jeu se reconfigure sans cesse grâce à cette liberté interprétative. Le jeu est nécessairement créatif, sinon il n'y a plus de jeu. Et en fait, le virtuel est cette part créative. Pendant des siècles, nous avons occulté le pouvoir de création du jeu pour lui favoriser d'autres sens, le repos de l'effort, la pédagogie, le vice, etc. Pourtant, le jeu est aussi l'occasion de créer, de produire, comme l'affirme Fink. Eugen Fink, je parle de lui parce que je crois que si Henriot a beaucoup influencé Duflo, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse entre Fink et Henriot. Et donc, je crois que c'est un auteur important là, pour venir faire écho aux écrits d'Henriot. Et donc, le jeu est aussi l'occasion de créer ce que les poètes et artistes de l'Antiquité avaient compris, nous dit Fink. En effet, la poésis grecque est la force productrice dont parle Fink. Le joueur participe à la création du monde par le jeu, car le jeu produit le monde. Tout ce qui est produit, et principalement les interprétations, a le caractère du jeu en tant que part virtuelle à s'approprier. Toujours du point de vue de la fonction, pas de la notion. Le virtuel est ce qui explique le jeu dans le monde. C'est parce qu'il y a du jeu dans le monde, c'est parce qu'il y a une part virtuelle à actualiser qu'il y a production du monde grâce à la création. Tout n'est pas défini, surtout pas le sens du jeu et du joueur, et l'actualisation de la part virtuelle est la fonction de jeu. Ainsi, faut-il comprendre Henriot lorsqu'il affirme que l'artiste et le technicien laissent une place au jeu au moment de produire œuvre et bien. Et là, Henriot nous dit, par leur audace et une certaine perte de contrôle sur leur production, ils introduisent une part de jeu dans leur travail, et cette part est la part proprement créative. C'est le flottement de l'interprétation qui introduit de la différence dans le monde grâce à l'acte créatif. Ces producteurs ont besoin du jeu pour créer, et le jeu constitue probablement leur principale motivation. Le jeu est productif, dit Henriot, puisqu'il introduit de nouvelles occurrences qui sont par la suite incluses dans l'ordre du possible. Comme le dit Fink, tout ce que l'humain produit est issu du jeu et a la forme du jeu. Toujours, encore là, du point de vue mécanique de la définition. Ainsi, la distance de Henriot est cet espace d'appropriation, cette part de virtualité que le joueur actualise ou non. Tout dépend des modes de rapport au jeu dans lesquels le joueur entrera. Et là, en fait, la question qui est posée, c'est à partir du moment où on a défini la distance, qu'on voit qu'elle est une des conditions de possibilité nécessaires au jeu, mais c'est de dire, mais que fait le joueur de cette distance-là? Donc, la question que je pose, c'est que fait le joueur de cette distance? Et donc, on peut regarder les modes de rapport du joueur aux règles du jeu à partir des concepts de possible et de virtuel. Si on reprend un des
disons, des manières dont on définit le jeu. Je bégaye parce qu'à partir du moment où on remet en question la définition de règles, il faudrait que là, je définisse règles. Je suis désolée, je n'avais pas prévu de pouvoir les définir. Mais disons, entendons-nous sur une structure régulée X. Quand on est dans l'ordre du possible, puisqu'ils sont définis et limités, en respectant les règles, on est dans l'ordre d'une répétition des occurrences, une répétition qui a réellement eu lieu ou une répétition d'occurrences théoriquement définies, c'est-à-dire que même si je ne l'ai pas fait ce coup-là, j'ai pu l'imaginer et donc déjà là, on est dans l'ordre des possibles. En respectant les règles, mais du côté du virtuel, parce qu'il y a création, bien, il y a des nouvelles occurrences et à partir du moment où il y a une nouvelle occurrence dans l'ordre du virtuel, bien, ça va devenir dans l'ordre du possible, il va y avoir répétition des occurrences. En transgressant les règles, du côté des possibles, on est de l'ordre de la tricherie parce qu'on l'avait déjà prédéterminé. On avait déjà dit qu'en transgressant ces règles-là, on était l'ordre de la tricherie. Sinon, on respecte les règles et on est dans la répétition des occurrences. Mais du côté du virtuel, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est à partir du moment où il y a eu la première occurrence d'une transgression des règles. À ce moment-là, il n'y a pas de jugement qui est posé sur le geste. On ne sait pas, ça n'a jamais eu lieu. Et c'est là qu'il faut poser un jugement. C'est là où la communauté va dire « Non, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est de la tricherie. » Puis là, d'autres vont dire « Oui, tu as le droit. » Et donc là, il peut y avoir une négociation au point de vue de cette occurrence-là, de dire « Bon, bien, est-ce qu'on l'inclut dans les règles ou on ne l'inclut pas? » Et bon, à partir de ce moment-là, évidemment, vous avez compris, ça va dans l'ordre des possibles. Puis ça va aller d'un côté ou de l'autre du tableau. Donc, actualiser les possibles du jeu et répéter ce qui a été perçu ou conçu, ou actualiser une part virtuelle du jeu et s'approprier le jeu pour créer un sens unique à son expérience, grâce à l'effort, l'imagination, la créativité, etc., dépend de l'interprétation que le joueur fera. Il peut y avoir une distance, un vide, un espace d'appropriation en puissance. Encore faut-il que le joueur l'actualise. Il faut établir une importante distinction entre ce qui est en puissance et l'actualisation effective du jeu. Tous les joueurs ne font pas le même usage de leur liberté interprétative et certains joueurs peuvent même s'approprier le jeu de telle manière qu'au lieu d'élargir leur espace de jeu, ils sont davantage contraints. Bien que toutes les appropriations soient l'expression d'une liberté interprétative, elles ne sont pas toutes bénéfiques pour le joueur. Elles peuvent finalement réduire l'espace de jeu, la distance entre le joueur et le jeu. Il faut se soucier du jeu, mais plus précisément, il faut se soucier de son rapport au jeu. Là, malheureusement, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais ici, j'utilise le terme souci parce que j'ai travaillé à partir de Foucault son concept de souci de soi. Donc, j'avais aussi développé là-dessus, mais là, il faut que je coupe. Donc, en effet, l'actualisation d'une part virtuelle pousse le joueur à se questionner sur la valeur de ses actes, car ces interprétations représentent les premières occurrences d'une manière de jouer. Si un jugement clair est posé sur les actions qui transgressent les règles dans l'ordre des possibles, il en va autrement dans l'ordre du virtuel, où il peut y avoir invention d'occurrences nouvelles et réinvention des règles. Le jeu est ce que le joueur crée comme sens et il appartient finalement au joueur de déterminer le genre de rapport dans lequel il veut entrer en jouant. Si le joueur définit l'espace de jeu par l'actualisation des possibles ou de la part virtuelle du jeu, il a donc une responsabilité dans le sens produit et dans la forme du jeu qui est partagée. Surtout, supposons, j'ai beaucoup travaillé avec le jeu en ligne multijoueur World of Warcraft. Donc, évidemment, c'est un jeu qui est partagé. Donc, il y a une responsabilité d'autant plus grande parce qu'il joue en groupe à ce jeu. Le joueur doit donc porter un jugement sur le jeu qu'il actualise, sur la forme de la distance qui s'actualise, mais ce jugement ne concerne pas seulement le sens produit par ses actes, mais le sens de lui-même en tant que joueur. Le jeu est idée d'homme, nous dit Henriot, mais l'idée de jeu est en même temps une idée de l'homme, idée qu'il se fait lui-même de ce qu'il est, de ses pouvoirs. Ça, c'est vraiment une citation d'Henriot. Et Gadamer ajoute « Le sens de son jeu est aussi une pure représentation de soi. Jouer n'est en rien insignifiant. En tant que terme relatif culturellement, c'est-à-dire en termes de notion, le sens du jeu est une représentation du sens de soi-même et considéré comme une fonction. Le jeu permet à l'individu au monde de se renouveler grâce à l'actualisation d'une part du virtuel. Le joueur est responsable, et j'insiste sur le terme responsable parce que ma dernière section concerne l'éthique, du sens du jeu, produit dans le monde pour lui-même et pour les autres, et de nombreux liens unissent le jeu à l'éthique. Jouer est toujours une action et un acte éthique, l'éthique étant entendue comme l'art de diriger sa conduite. Vraiment, définition très large. Mais à partir de... Bon, pour la dernière section, j'ai une dernière parenthèse à faire. Je vais vous présenter
certaines propositions concernant une lecture, disons, spinoziste de l'éthique du joueur. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Spinoza, je vais présenter quelques petits éléments. Je suis vraiment mal à l'aise de faire ça parce que j'adore Spinoza et je trouve ça horrible de charcuter comme ça sa théorie, mais bon, évidemment, je n'ai pas le temps de tout présenter. Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Spinoza va distinguer deux grandes classes de sentiments primitifs ou de passions. Il va parler des sentiments de joie, donc l'amour, la bonté, sécurité, joie, etc., gloire, qui sont d'une perfection plus grande que les sentiments de tristesse, comme la haine, l'aversion, la déception, la crainte, etc. Et donc, si le joueur a des sentiments de joie, il augmente sa puissance de persévérer dans son être et sa puissance d'agir, car persévérer dans son être veut dire la puissance de ses efforts d'être affecté par des sentiments de joie, ce qui est en accord avec son essence. La persévérance dans l'être n'est pas un état, mais elle est un acte, nous dit Mizrahi, un dynamisme de l'existence pour l'existence. Et donc, persévérer dans son être, c'est persévérer dans son essence, qui est de faire des efforts pour être affecté par des affects de joie. Au contraire, si le joueur est affecté par des sentiments de tristesse, sa puissance est diminuée, tout comme le sont ses efforts pour persévérer dans son être et être en accord avec son essence. Spinoza nous dit « La tristesse diminue ou contrarie la puissance d'action de l'homme, c'est-à-dire qu'elle diminue ou contrarie l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être, et par conséquent, elle est contraire à cet effort, et tout l'effort de l'homme affecté de tristesse tend à écarter la tristesse. » Donc, affligé par des sentiments de tristesse, le joueur concentre son attention sur ses passions, ce qui diminue d'autant sa puissance d'agir. Et là, ici, une des lectures que j'ai trouvée particulièrement intéressante de Spinoza, c'est celle que Deleuze a faite. Et une manière de lire une partie de la théorie de Spinoza, c'est d'utiliser les termes de composition et décomposition. Et donc, évidemment, la théorie spinoziste, ce n'est pas une théorie transcendantale, mais très immanentiste. Et c'est un rapport de force. Et tous ces rapports de force-là ne sont pas prédéterminés à l'avance du point de vue de la valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ceci est bien, ceci est mal. Par-delà bien et mal, Nietzsche était très spinoziste. Mais c'est plutôt certains rapports sont bons et certains rapports sont mauvais pour certains éléments. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est déjà prédéterminé a priori, mais c'est dans le moment, par les éléments qui entrent en composition ou qui entrent en décomposition dans le rapport au moment précis où c'est vécu. Et donc, un exemple qui est donné, c'est le terme de pharmacone, qui en grec peut vouloir dire autant un médicament, donc entrer en composition avec cet élément-là, qu'un poison, donc entrer en décomposition avec cet élément-là. Donc, le même élément peut être bon pour quelqu'un et mauvais pour un autre. Donc, c'est dans ce sens-là que Spinoza nous présente son éthique et que Deleuze va faire une lecture à partir des concepts de composition et décomposition. Donc, le joueur doit faire l'effort d'entrer dans un rapport de composition avec le jeu et les autres joueurs pour pouvoir élargir son espace de jeu, c'est-à-dire la distance, toujours la distance de Henriot, entre lui et le jeu. Or, cet espace de jeu sera d'autant plus grand si le joueur, dans son rapport de composition, s'approprie en plus la part virtuelle du jeu. Le joueur qui actualise une part virtuelle fait preuve d'imagination lors de l'expérience ludique et agrandit son espace de jeu en créant de nouveaux possibles pour lui-même, mais aussi pour tous les autres joueurs. Le joueur qui s'approprie le jeu est dans l'action, et Spinoza nous montre bien que l'action est bonne, car elle augmente notre capacité de comprendre et donc notre puissance d'agir. Je pose alors l'hypothèse que l'effort de s'approprier la part virtuelle du jeu, ou en d'autres mots, de cultiver cette nécessaire distance entre le joueur et le jeu, constitue un idéal éthique. Puisque dans l'ordre des passions tristes, il n'y a plus d'espace de jeu, le joueur est pris par ses passions, tout joueur doit faire un travail constant pour garder la distance dont parle Henriot. Le joueur doit se ménager un espace de jeu et se garder loin des affects de haine, d'aversion, de déception, etc., qui réduisent d'autant sa marge de manœuvre. Il doit faire un effort pour que son rapport à la structure ludique et aux autres joueurs soit basé sur des affects de joie. Le risque de se laisser prendre par ses passions tristes plane sur le joueur qui doit constamment faire un effort pour persévérer dans sa nature de joueur et demeurer dans l'action. Henriot nous dit bien, si l'on pénètre dans le jeu au point de n'avoir plus de possibilité de recul et de désengagement, si l'on joue au point d'en venir à oublier qu'on joue, alors on se trouve aliéné, on ne joue plus.
Ainsi, le joueur doit faire l'effort de ne pas se laisser prendre au jeu et ne plus avoir d'espace de mouvement. Henriot rajoute « Entre le moment où, par détachement, on ne joue pas et celui où, par application, on ne joue plus, où situer l'instant infinitésimal où l'on joue. Il y a là un emplacement qui ne tient pas de place, où nul ne peut séjourner, s'installer, prendre son temps. » C'est le funambule de Bernard là, qui nous a montré. Pour jouer, il faut constamment faire un effort et la technique consiste justement à développer cette capacité à garder une distance. Ce travail de distanciation fait partie de l'éthique du joueur et doit guider sa conduite. C'est le joueur, et là c'est Henriot, je cite Henriot, c'est le joueur qui, par la pensée, se déplace, change de position par rapport au monde qui l'entoure et à lui-même, adopte un point de vue différent du point de vue habituel, met les choses et se met lui aussi en perspective. Pour cette raison, Fink affirme que c'est précisément dans la mesure où l'homme est déterminé essentiellement par la possibilité du jeu qu'il est déterminé par la profondeur insondable, l'indéterminé, l'instable, l'ouvert, le possible ondoyant du monde agissant qui se reflète en lui. Fin de la citation. Fink ajoute que par le jeu, l'homme entre en relation particulière avec le monde et dépasse ses déterminations en sautant hors de lui-même. C'est son vocabulaire. Plus le joueur dépassera ses déterminations en se mettant à distance, plus l'espace de jeu sera grand et plus il aura d'espace pour penser, pour s'inventer et pour parfaire sa raison. Évidemment, la raison entendue dans le sens spinoziste du terme. Donc, en conclusion, vous aurez compris que moyen d'élargir son espace de jeu pour se mettre à distance et de s'approprier la part virtuelle du jeu. Tous les joueurs n'usent pas de leur liberté interprétative de la même manière. Certains joueurs adoptent une manière de jouer près du ludus, ils sont disciplinés et suivent les possibles. Cependant, d'autres adoptent la pédia comme manière de jouer et improvisent de nouvelles interprétations qui augmentent le spectre des possibles et donc la possibilité d'être affectés. On voit souvent que c'est les joueurs très performants, les joueurs qui connaissent très, très bien le jeu, qui sont à même de créer des nouveaux possibles et de transformer parfois le jeu de manière radicale. Ces joueurs ne se conforment pas à l'interprétation commune du jeu parce qu'ils font un effort constant de se mettre à distance de façon renouvelée. Ils introduisent une part virtuelle du jeu dans l'actuel pour affecter davantage le jeu et les joueurs, en autant que ce soit en accord avec la raison. Et j'insiste là-dessus, je n'ai pas le temps de développer, là, mais c'est bien clair chez Spinoza qu'il faut que ce soit en accord avec la raison. Ces joueurs récolteront alors les effets de leur mode d'affection basé sur la joie. Les joueurs sont d'autant plus responsables du développement d'une éthique que jouer peut devenir un exercice éthique et avoir un impact sur la félicité humaine. Si pour certains, la pratique d'un jeu est banale, enfantine et insignifiante, pour d'autres, elle est une occasion unique de se réaffirmer en tant qu'individu et de faire l'exercice de la distance, de cultiver la distance de Henriot comme une technique de soi. Et pour cette très belle idée que l'on peut tirer de ses écrits, je remercie chaleureusement Jacques Henriot. Merci. Merci.